c'est toujours un plaisir et surtout un grand honneur d'être ici au Collège de France, entouré surtout de collègues et amis. On a beaucoup entendu depuis hier. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire voir, parce que voir et entendre, c'est aussi un énorme dialogue au niveau du cerveau. Si, là je vais demander de nouveau la lumière, parce qu'il faut que je travaille un peu quand même. Si vous étiez dans notre laboratoire et que je vous aurais vu, au moment de voir ces films, installer un appareil tout simple qui s'appelle l'eye tracking, ça permet de faire les tracés de votre regard pendant que vous regardez les films, et on peut vous considérer comme étant des gens avec un développement normal typique. Lors de cette dernière scène, votre regard serait fixé sur les yeux du personnage. D'accord ? Par contre, si à votre place, il y aurait une personne atteinte d'autisme, voici les tracés qu'on aurait obtenus, qui est très loin du regard, qui se porte au milieu de cas sur la bouche. Et c'est des travaux d'Amy Klein, qui est un ami collègue qui travaille à Yale. Donc voilà votre attention lors de ces scènes sociales très importantes. Et voilà l'attention d'une personne atteinte d'autisme. Donc, gardez cette image dans votre tête parce que ça nous permet de comprendre à peu près 90% des problèmes d'une personne atteinte d'autisme. Notre but, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Je vais vous parler qu'il y a une région très importante dans la perception du regard, qui est les sillons temporales supérieurs. Et vous avez entendu aujourd'hui dans l'exposé de Ghislaine et après d'Isabelle. Donc maintenant, vous connaissez cette structure, la région temporale supérieure. Et je vais vous montrer tout au long de mon exposé qu'elle est très impliquée à la fois dans la perception normale, donc vous avez beaucoup activé votre sillon temporal supérieur en regardant Elizabeth Taylor, mais elle est aussi, et c'est surtout ça qu'on a réussi à mettre en évidence dans notre laboratoire, anormale et défaillante chez des personnes atteintes d'autisme. Bon, je pense que l'essentiel a été dit, on verra pour la suite. Évidemment, avec l'évolution de la complexité des relations sociales, notre cerveau s'est aussi organisé d'une façon de plus en plus complexe, dont on est sorti des choses très simples, on a évolué, et voici à quoi on est arrivé. Et il y a un follow-up de notre cerveau. Ce qui est très important quand on parle d'un comportement social, et ça on a vu quand on a entendu les oiseaux, tout ce qu'on a entendu depuis hier, c'est la capacité à reconnaître ses pairs. Chez les mammifères non primates, cela se fait essentiellement par l'odorat. Ce qui est arrivé essentiellement chez les primates, c'est la reconnaissance des visages et des voix, dont la reconnaissance de l'autre, de ses pairs. Et je pense que là, c'est les dialogues les plus importants entre voir et entendre, entre la parole et la musique. On voit l'autre, on entend l'autre et on reconnaît l'autre. D'accord ? Il est important de signaler, et je pense que toute personne faisant de la recherche doit être très humble, que ça fait très peu de temps qu'on a une connaissance chez l'homme sur le rôle de cette structure dont on connaissait presque rien jusqu'à la fin des années 90. Et encore comme un des multiples exemples, c'est complètement par hasard qu'on a compris, commencé à comprendre à quoi servaient les sillons temporales supérieurs. Ces études qui commençaient à Londres, dans l'équipe, et évidemment je vais oublier la personne là maintenant, j'ai un problème de mémoire, qui travaillait beaucoup, Richard peut-être va m'aider, qui travaillait beaucoup sur la perception visuelle, qui travaillait en fait, qui a permis de faire des études très fines sur la partition des différents morceaux du cortex visuel et qui a surtout montré l'aire V5, qui est une aire importante pour les mouvements. Sauf qu'une fois, au milieu de ces expériences en imagerie fonctionnelle à l'époque, au lieu de mettre des points qui tournaient au hasard, ils ont mis les points là, les mouvements s'arrêtaient, mais ça s'appelle la figure de Johnson, ces points bougent d'une façon qu'on voit en mouvement. Et à ces moments-là, ils trouvent l'activation de V5, que vous voyez ici, mais ils trouvent aussi une activation complètement inattendue
au niveau du sillon temporal supérieur. Pourquoi cette activation du sillon temporal supérieur? C'est ça qui a été décrit dans ces deux articles qui sortent à peu près en même temps. Les temps passent vite, donc quand j'ai commencé à parler de ça, ça faisait très peu de temps. Là maintenant, on commence à faire 12 ans, mais 12 ans, it's nothing. Et en fait, on commence à se rendre compte que cette activation existe, parce que là, ce n'est pas du mouvement aléatoire, mais c'est un mouvement qui représente un mouvement humain. Donc, on sait, et on commence à savoir de plus en plus, que cette région temporale supérieure est très impliquée dans la perception sociale, qui a un très joli nom, qui veut dire en fait la perception des mouvements biologiques. Mouvements biologiques, la perception du regard, du visage, des mains, du corps. C'est-à-dire, quand on est en interaction avec l'autre, en train de percevoir à chaque instant des mouvements très subtils. Et si j'étais en train de vous voir un à un, ces mouvements subtils me permettraient d'avoir des informations sur de combien vous êtes en train de comprendre, de s'intéresser à ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Not good, pretty good, very good. I hope it's pretty good. It's okay. Donc, cette structure, les sillons temporales supérieurs, est très impliquée dans cette perception des mouvements biologiques. Et tellement on a été, entre guillemets, contaminé par la parole, parce qu'elle est évidemment chez l'homme très importante, qu'on finit par oublier, et c'est des faits très inconscients, tant ces perceptions sont fondamentales pour qu'on puisse interagir avec l'autre. Évidemment, depuis ces études, à la fin des années 90, des séries d'études ont été faites en imagerie fonctionnelle, commençant par des stimuli plus simples, en arrivant à des stimuli sociaux beaucoup plus complexes et écologiques. Je vais vous montrer juste quelques exemples anecdotiques, je veux dire les plus significatifs à mon avis. Par exemple, quand on perçoit les regards par rapport au mouvement d'une flèche, la perception du mouvement de regard entraîne l'activation de cette région temporale supérieure. On va faire un petit exercice avec vous. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je vais donner une indication, ça peut être une voiture aux deux yeux. Je n'aurais pas dû mettre la réponse, mais bon. Qui a vu la voiture? Qui a vu les yeux? Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Hein. Bon, si vous voyez les yeux, évidemment la manip est beaucoup plus compliquée. Hein. Mais si vous avez fait attention aux yeux, et là après, une fois avoir vu les deux, on peut shifter un point et l'autre. Si vous faites attention aux yeux, vous regardez, vous activez en fait cette région temporale supérieure. Une autre chose qu'on peut se permettre de faire à midi, mais jamais à 2 heures de l'après-midi, c'est par exemple, c'est un film qu'on passe à l'IRM où il y a une personne qui fait un mouvement avec la bouche. Le simple fait de voir ces mouvements, qui d'ailleurs a un problème, on est très contaminé par ces mouvements, active, vous voyez ici, d'une façon très importante, cette région temporale supérieure. Donc, c'est encore la revue qui reste très classique d'Allison, qui montre que dans le domaine visuel, les sillons, ça c'est différentes études, c'est une méta-analyse, différentes études montrent que dans le domaine visuel, la région temporale supérieure est très importante pour la perception sociale. Mais je vous ai dit, on est dans les dialogues, voir et entendre. Pascal Bellin, qui a fait son PhD avec nous à Orsay, qui après est parti à Montréal et qui est maintenant à Glasgow, a montré avec Zatoré que, en fait, cette région temporale supérieure était aussi une aire très importante pour la perception de la voix humaine. Donc, je vais vous faire entendre après qu'est-ce que ça veut dire la voix. La voix, dans son sens les plus simples, ce n'est pas les paroles, c'est les bruits qu'on peut faire avec notre appareil phonémique, pour vous dire ça d'une façon plus élégante. Dont une spécificité, comme on a des aires spécifiques pour la perception des visages, on a aussi, au niveau de cette même région temporale supérieure, je pense que c'est biologiquement loin d'être un hasard, que tout ça se situe à peu près au même endroit, une aire spécialisée pour la perception de la voix humaine. Comme j'étais invitée à parler de l'autisme, et c'est à peu près sur quoi je travaille, quelques définitions. L'autisme est avant tout un trouble global, sévère et précoce du développement de l'enfant. Chaque mot est très important.
Il se caractérise par, d'abord, un isolement social qui peut être plus ou moins important. Ce n'est pas l'enfant dans sa boule, c'est juste l'enfant qui a vraiment des troubles importants dans l'interaction avec l'autre, par des troubles de la communication, qu'elle soit verbale. Il y a 50% des enfants autistes, à peu près, qui n'arrivent pas à parler. Mais quand ils parlent, il y a des troubles aussi très importants. Et j'ai appris beaucoup de choses depuis hier, et je voudrais citer parce que je n'ai pas toute cette culture, le professeur Izzi hier parlait de la créativité dans l'essence de Descartes dans les langages, et je pense que ce serait la meilleure façon de définir les troubles du langage chez l'autiste, parce qu'il nous a cité les textes de Descartes qui parlent de n'importe quelle machine pourrait reproduire les paroles, mais jamais dans le sens qui est donné par l'être humain, si je me souviens bien. Et en fait, c'est à peu près ce qui arrive avec des personnes atteintes d'autisme quand elles parlent, c'est-à-dire l'essence est très compliquée. Si on suit aussi les exemples qui ont été donnés hier, j'ai pensé aux enfants ou même aux adultes qui devraient entendre ces langues d'Afrique centrale, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la perception de tonalité, parce qu'ils ont, quand ils parlent, une monotonie. Et en fait, à mon avis, ils ne comprendraient absolument rien quand on fait juste des modifications de ton. Et enfin, dans les derniers topos, j'ai pris de M. Chartier, professeur Chartier, qui parlait de l'importance de la ponctuation. Je pense que là, c'est un problème majeur. Les discours sont très peu ponctués. Ils ont beaucoup de mal à ponctuer notre discours, c'est-à-dire la compréhension peut être complètement différente, parce qu'il peut ponctuer d'une façon complètement hasard et vraiment pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc voilà 3 exemples par rapport à ce qu'on a entendu hier. Et tout ça, bon, ce qui est très important, c'est les troubles de la communication non verbale, parce que même quand ils parlent, c'est des enfants qui ne communiquent pas avec les gestes. Et les gestes, ça commence très tôt. Regardez les bébés, regardez l'enfant avant qu'il commence à parler. D'ailleurs, quand on veut comprendre le langage, il faut regarder les bébés avant qu'ils parlent, Ghislaine. Il dit, voir toute la communication qui existe déjà bien avant la parole, et je pense que c'est là où on a beaucoup de leçons, dont les petits gestes au revoir, bisous, j'arrête là, n'existent pas ou sont très diminués chez ces enfants. C'est ce qui traduit en fait par une diminution d'activité, d'intérêt, de l'imagination, et parfois accompagné, souvent d'ailleurs, par des stéréotypies, des comportements obsessionnels, etc. Et tout ça, et ça c'est très important, on parle des troubles développementaux, doit apparaître avant l'âge de 3 ans. Juste quelques chiffres. Les choses changent énormément, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas un trouble rare, c'est plutôt un trouble fréquent. On a 180 000 personnes concernées en France. Et une des seules choses qui n'a pas changé depuis 20 ans que j'ai fait ces recherches sur l'autisme, c'est la proportion garçons pour filles. On a souvent 4 garçons pour une fille. Et quand on parle des formes moins graves comme les syndromes d'Asperger, on peut arriver à 16 garçons pour une fille, chose qui intéresse beaucoup nos amis généticiens, dont beaucoup plus des garçons que pour les filles, ce qui est typique des troubles du développement en général de l'enfant. Il y a une fragilité chez les garçons qu'il va falloir mieux comprendre dans l'avenir. Retournons à notre film. Donc ça, c'est une autre scène, et on est encore avec cette machine qui permet de faire les tracés du regard. Donc voilà, ça c'est un tracé, c'est votre tracé par exemple. Lors de cette scène, vous voyez cette jolie image du triangle amoureux, c'est-à-dire vous êtes en train de regarder les films et vous regardez en fait les yeux des personnages. Et voici les tracés obtenus encore une fois par Amicheline chez une personne atteinte de l'autisme. Donc juste pour faciliter votre compréhension encore une fois, voici la perception des interactions sociales qu'a une personne atteinte d'autisme. On parle beaucoup, ça j'avais en film encore, mais je pense qu'on peut se passer parce que vous avez compris. On parle beaucoup des problèmes émotionnels dans l'autisme, leur incapacité à comprendre l'état émotionnel d'autrui. Donc là, c'est une tâche, c'est Kevin Perf qui a fait cette étude. C'est une tâche très simple, on demande à la personne de nous dire l'état émotionnel de ces personnes-là qui sont dans ces photos. Et on fait les tracés du regard lorsqu'on est en train de donner la réponse. Et je ferai ça avec vous, ce serait la même chose. On a une façon très stéréotypée, dans les bons sens, pour donner ces réponses, et on les regarde les yeux et la bouche, les yeux et la bouche, les yeux et la bouche, et on triangle à l'envers, et avec ces informations, on arrive à donner la bonne réponse. D'accord ? Regardez les tracés obtenus chez des personnes atteintes d'autisme en train de faire la même chose, et vous pouvez me dire si c'est possible de donner la bonne réponse. Est-ce qu'on a l'information pertinente
pour pouvoir dire si cette personne est triste, contente, étonnée, en regardant ici, ici ou ici. Je pense que la réponse vient de soi. Il y a un autre aspect qui a été très étudié dans l'autisme, surtout par nos collègues et amis anglais, l'équipe d'Utrecht à Londres, Simone Baron-Cohen, qui est les problèmes de théorie de l'esprit, Theory of Mind, qui est la capacité qu'on a de représenter la pensée de l'autre. Donc juste un exemple d'un test qu'on peut faire avec des enfants très petits, ils donnent à peu près la bonne réponse à partir de l'âge de 4 ans, on demande juste, c'est pas sponsorisé par les marques, c'est juste... Parce qu'on m'a demandé les droits de filmer. On demande juste à l'enfant quelle est la gourmandise qui préfère ce petit bonhomme. Je peux faire avec vous aussi, il n'y a pas de piège. Donc, les enfants, à partir de l'âge de 4 ans, donnent la bonne réponse, c'est l'M&M's. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on pose la question après, mais pourquoi? Parce qu'ils les regardent. Et ça, c'est une réponse très typique. Je me souviens, j'ai préparé cette diapositive, ma fille avait 6 ans, là, elle a 12, comme quoi on ne change pas beaucoup. Hein. Et elle a vraiment donné cette réponse, elle m'a dit « Maman », et j'ai dit « Pourquoi ?» Elle dit « Parce qu'il les regarde ». Bon, on a fait ces tests avec plusieurs enfants, et c'est décrit dans la littérature. La donnée plus importante, c'est les regards. Évidemment, il y a les sourires, sinon la réponse serait à l'envers, mais c'est très important. Quand on pose la question à des enfants atteints d'autisme, la réponse est très différente. C'est-à-dire, ils ne savent pas dire qu'est-ce que l'autre préfère. On a des réponses très étonnantes. Une fois, il faut des fois regarder la télé quand on travaille avec l'enfant. Une fois, il y a un enfant qui m'a répondu « crunch ». J'ai répondu « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que ça fait tomber les immeubles ». Bon, c'est référence à une pub. Et je pense qu'en fait, cette donnée-là est très mal traitée au niveau du cerveau de ces enfants. Bon, on va parler un peu de l'imagerie. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'imagerie du cerveau à Orsay? 3 méthodes, la tomographie par émission des positons au repos, qui permet de mesurer en fait l'activité synaptique au repos, l'IRM, qui permet de mesurer l'anatomie, évidemment au repos, et les méthodes d'activation que vous avez entendues à la fois en TEP et en IRM. Déjà, en 2000, on a montré, avec Nathalie Baudard, qu'il y avait chez des enfants autistes une diminution du flux sanguin au niveau de ces régions temporales supérieures chez des enfants atteints d'autisme. Vous voyez ici ces taches vertes, vous voyez souvent des taches rouges, ça veut dire des activations. Là, j'ai fait exprès de mettre en vert. Ces taches vertes représentent l'endroit où il y a moins d'activité synaptique au repos chez des enfants atteints d'autisme. Il y a 32 enfants par rapport à des enfants non autistes. D'accord ? Qui sont évidemment matchés pour les retards mentaux et pour l'âge, dont une diminution bilatérale un peu plus importante à droite dans les régions temporales supérieures. Juste, ces résultats ont été confirmés très rapidement par une étude japonaise qui montre des anomalies exactement au même endroit. On a montré en plus une corrélation. On regarde à chaque fois les cerveaux en entier. Ça, c'est important à dire parce que comme on va tomber à chaque fois dans la même région, vous aurez tendance à penser qu'on étudie cette région, mais en fait, c'est l'ensemble du cerveau qui est étudié. Et là, on a mis une échelle qui permet de mesurer la sévérité du syndrome autistique, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est plus autiste que l'autre. On a 45 enfants. Et quand on regarde les débits sanguins cérébraux dans tous les cerveaux, il y a une région qui corrèle avec la sévérité. C'est cette région temporale supérieure à gauche. Vous voyez la corrélation négative, c'est-à-dire plus le débit sanguin cérébral est diminué dans cette région, plus l'autisme est sévère. Avec Edouard Duchenet, on est en train de travailler maintenant sur la possibilité de détecter cette, anomalie du fonctionnement du cerveau au repos d'une façon individuelle par des analyses multivariées et des méthodes de classification. Et on arrive aujourd'hui avec un taux de classification de 88%. C'est-à-dire, quand on met en route des analyses très complexes des données en tomographie par émission de positons, avec 2 clusters, 2 régions du cerveau, qui incluent cette région temporale supérieure. Nos analyses permettent de classer d'une façon correcte, quand l'enfant est autiste, il ne continue pas, à 88% de cas. Et je tiens à vous dire qu'on rencontre des collègues, j'ai rencontré ce week-end des collègues américains, qui, dans d'autres pathologies de l'enfant, retrouvent les mêmes taux de reconnaissance avec l'imagerie. C'est-à-dire, je dis à chaque fois que les gens qui travaillent avec l'imagerie et qui ne croient pas à ces chiffres, il faut mieux qu'elles arrêtent de travailler avec l'imagerie parce que ça marche vraiment. C'est-à-dire, on a des outils très puissants.
Voilà, juste pour vous illustrer les données individuelles, vous allez voir apparaître des points. Chaque point correspond à un enfant, l'endroit où cette anomalie est maximale, à gauche, non, à droite et à gauche. Et là, on a retiré les cerveaux et vous avez juste ce sillon temporal supérieur en jaune et la distribution de chaque enfant. Vous voyez que ce n'est pas au même endroit, mais on a l'impression que ces points suivent cette structure anatomique qui est les sillons temporal supérieur, dont la diminution individuelle du débit sanguin cérébral chez les enfants autistes. Nous avons fait aussi une analyse de l'IRM anatomique chez ces enfants et on retrouve une diminution de la substance grise aussi dans cette région temporale supérieure. Avec Arnaud Kakia, nous sommes en train de mettre en évidence une corrélation entre l'anatomie, la forme, le volume, plusieurs paramètres de l'anatomie de ces sillons temporales supérieures. Plus il est anormal, plus, encore une fois, l'autisme est sévère. Voilà les résultats qui pointent l'IRM, notre étude en positons et l'étude japonaise, qui pointent cette région temporale supérieure anormale dans l'autisme. Je vous ai parlé les problèmes de la voix. Je vais vous faire entendre les sons que nous avons utilisés avec Pascal Bellin pour tester comment ça se passe chez les personnes atteintes d'autisme. Had, heard. Hud. Huh? Ah, huh? Ça, c'est la voix. Donc, vous avez vu, il y a parole, non-parole, des bruits. Ça, c'est les stimuli voix. Et ça, c'est les stimuli, si je trouve ma souris. Non-voix. Donc voilà, vous étiez dans une machine IRM, vous avez entendu des séries de sons-voix, des séries de sons non-voix. On a des très beaux logiciels qui permettent de voir quelle était la différence de votre cerveau quand vous entendez un par rapport à l'autre. Et voici ce qu'on obtient chez vous. Une activation, comme on a montré Pascal Bellin, de cette région temporale supérieure. Et voilà ce qu'on obtient chez des personnes atteintes d'autisme. C'est-à-dire aucune différence entre l'effet d'entendre le deuxième son de bruit par rapport à la perception de la voix. Ce n'est pas qu'il n'y a rien dans le cerveau. Encore une fois, il faut se méfier de ces images. Ce n'est pas qu'ils activent rien. Ils activent les régions auditives. Mais de la même façon pour le son que pour la voix. Et ça, s'il y a quelqu'un qui nous a cru d'emblée dans ces résultats, ou qui a trouvé, c'est les parents. Parce qu'ils ont dit, il y a quelque chose qui est très troublant quand on a vu notre enfant grandir, c'est que très tôt, on l'appelait, il ne répondait pas. Donc on a dit, et ça c'est souvent le cas, il est sourd. Et après on dit, c'est pas sourd parce qu'on fait un bruit, il répond. Dans une sorte de négligence, dans le sens neurologique du terme, pour la voix humaine. Il faut encore comprendre. Thomas Bourgeron a montré avec son équipe qu'il y avait une mutation dans les gènes qui codent pour la néroligine, qui est un gène qui se retrouve dans les chromosomes X. Et actuellement, on a un des premiers modèles animaux pour cette souris. Et en fait, une des choses qui a été montrée très récemment, ça vient de paraître, c'est des anomalies de la vocalisation chez les souris qui portent les anomalies au niveau de la néroligine. Je vais vous faire entendre les vocalisations sociales de la souris, pas celles qui sont anormales, mais juste pour vous donner une idée. C'est horrible d'entendre ça. Pardon. Je finirai mieux. Et en autre. Ça, c'est considéré
comme deux voyelles, deux syllabes, pardon. C'est vraiment un travail très intéressant. Ils ont montré, cette équipe, qu'en fait, il y a vraiment des différences significatives dans la communication de ces souris portant des modifications génétiques au niveau des neuroligines, ça pourrait être les correspondants de ces problèmes de la perception de la voix. Juste un autre exemple, Kevin, qui a montré ces anomalies des perceptions du regard chez des personnes atteintes d'autisme, surtout quand on est face à une situation. Vous voyez, ici on est congruent, on voit quelqu'un qui regarde les cibles. Et ici, voilà, les cibles là, et quelqu'un regarde à côté. Quand on est dans cette situation incongruente, on active davantage cette région temporale supérieure, et voici pas d'activation chez des personnes atteintes d'autisme. On arrive à une étude qui me plaît énormément, qui a été faite à Londres par l'équipe d'Outafrit. Vous allez encore être dans une machine. Je suis un peu paresseuse, en fait, je préfère vous faire travailler vous. Si je trouve ma souris, vous allez voir deux petits films. Voilà l'autre. Bon, je sais que je peux arrêter quand j'ai entendu bruit. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc, vous êtes de nouveau dans une machine et vous avez vu ces deux petits triangles qui bougent. Il y a que des fois quand j'ai fait taquiner les publics, j'ai dit que c'était en test pour les schizophrénies. Si vous avez vu des choses bizarres ici, c'est pas vrai. Et bon, vous avez juste vu dans les deux situations deux triangles qui bougent. D'accord ? On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire l'input, l'entrée perceptive est la même. Il y a deux triangles qui bougent. Par contre, vous avez vu, dans un cas, le deuxième cas, il y a évidemment une histoire qui vient à notre conscience. On s'invente chacun la nôtre. Il faut qu'on se parle pendant le déjeuner pour savoir qu'est-ce qui faisait un triangle avec l'autre et quelle représentation qu'on a donnée à chaque triangle. Tandis qu'ici, à mon avis, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce qui arrive à votre cerveau quand vous regardez la deuxième histoire par rapport à la première? Vous activez un réseau. D'abord, cette région V5, qui traite les mouvements au niveau du cortex visuel, les cortex préfrontal, notre cher sillon temporal supérieur et une partie temporobasale. Donc ça, en bleu clair, c'est vous, d'accord? En bleu foncé, c'est des personnes atteintes d'autisme. Donc on a cette activation du cortex V5, c'est-à-dire il perçoit les mouvements dans les deux situations. On a un peu d'activation, mais beaucoup moins au niveau du cortex préfrontal, mais voilà ce qui se passe au niveau du cortex temporal, surtout les sillons temporales supérieurs. Il n'y a pas d'activation, et en fait, quand on les pose les questions, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est beaucoup plus pauvre au niveau de l'histoire qu'ils peuvent raconter. Et en fait, cette même équipe a montré, au moment de faire des corrélations et voir comment ça se passait, qu'il y avait beaucoup moins de connexions fonctionnelles entre la région visuelle et cette région temporale supérieure dans les personnes atteintes d'autisme par rapport aux personnes normales. Dire probablement cette information qui est cruciale pour faire fonctionner les restes des régions ne se passe pas bien dans l'autisme. Bon, ces séries d'arguments nous font penser que les anomalies précoces du sillon temporal supérieur sont impliquées dans les mécanismes de troubles sociaux et des communications dans l'autisme, dont on a fait publier une revue, il commence à faire un moment déjà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Évidemment, tout ça dans une perspective de réseau au niveau du cerveau, et on travaille actuellement avec Anne Barkakli pour étudier les connexions des fibres. Dans une perspective des cerveaux sociaux, on sait maintenant que les sillons temporales supérieurs est une des structures clés de notre cerveau. C'est
très joli ces termes, je pense, le cerveau social, mais à mon avis, tout le cerveau est social. Mais bon, on adore donner des noms aux choses, dont là, on appelle ces régions-là les cerveaux sociaux. Et je tiens l'attention des personnes qui sont un peu plus alertes pour le domaine, de savoir qu'on parle beaucoup actuellement des neurones miroirs dans l'autisme. Les sillons temporales supérieures est une structure très importante dans les systèmes miroirs. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans les résultats. Je vais vous faire regarder, je suis presque en train de conclure, des données qui, à mon avis, sont fondamentales. C'est Ami Klein, encore une fois, qui m'a envoyé ça. Ça m'a donné un peu de travail pour transformer les vidéos. Vous allez regarder, je vais passer en plusieurs fois. Donc, vous faites attention déjà ici, pour commencer, d'accord? C'est un petit clip qui est très rapide, et c'est ça la difficulté. C'est encore ces techniques. La croix rouge, c'est les tracés du regard. Il y a un bébé derrière qui regarde une femme qui parle comme si elle était la maman, d'une façon très maternelle en fait. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec un enfant normal de 15 mois. D'accord? La flèche. Voilà. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Voilà. Vous avez vu l'essentiel, la croix se balade ici, non? Un enfant de 15 mois qui regarde la personne. Vous allez regarder ici un enfant normal, encore une fois, de 9 mois. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? 9 mois, encore une fois, l'essentiel de la flèche se balade ici dans les yeux. C'est comme nous quand on regarde Elizabeth Taylor. Ça ne change rien. Voilà. Hi, Et là, sweetie. ici. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Vous avez vu la différence? Oui? Oui, vous avez vu? Sinon, je monte de nouveau. C'est très rapide, je pense que j'ai encore le temps. Je monte de nouveau? Oui. Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on, did you sleep well? Bon, l'essentiel vient ici, d'accord? Ça, c'est un enfant de 15 mois qui va avoir plus tard un diagnostic d'autisme. Confirmé, évidemment, ça a été publié il y a 1 an. Et ça montre la précocité des troubles dans ce sens. Et ça, je pense, c'est essentiel, ça veut dire très tôt, l'enfant qui doit regarder et apprendre, parce que son cerveau s'est construit par l'expérience, et on a vu tout au long de ces journées l'importance de l'expérience, ne regarde déjà pas très tôt là où il doit regarder. Donc, j'ai pris cette diapo, vraiment l'original d'Ami, j'aurais pu la faire moi-même, mais je tiens à lui faire, parce que je pense qu'on est face à un trouble du développement, je tiens à lui rendre hommage, parce que c'est vraiment sa diapo. Il y a quelque chose qui peut-être est très subtil ici au départ, d'accord? Qui peut être ces problèmes du regard, ou peut-être autre chose, mais ça nous permet de développer une expertise. Et dans notre cas, cette expertise va dans le monde social. Cet enfant qui ne regarde pas les yeux, je ne sais pas si vous avez vu, il peut regarder une autre chose. Et peut-être, il va regarder plus tard, on sait, les choses qui tournent. Il va s'intéresser à des chiffres, à des lettres. Il va se développer des capacités vers un autre monde. Et voilà l'expertise qui se développe plus tard. Donc je pense que quand on travaille avec les troubles du développement, il faut faire ce chemin à l'envers, il faut essayer d'arriver ici, et c'est ça qu'on essaye de faire, et la collaboration, au moins l'amitié avec Ghislaine nous aide beaucoup dans ce sens-là. Je voulais finir par un clin d'œil, parce que vous savez qu'Isabelle a beaucoup travaillé avec ça, il y a un pourcentage important, beaucoup plus que dans la population générale, des personnes atteintes d'autisme, surtout dans les syndromes d'Asperger, et comme on est dans un colloque de musique, qui ont l'oreille absolue. On pourra discuter après le pourquoi, c'est un phénomène très important. C'est un de mes chanteurs préférés, Jean Gilberto, qui est l'inventeur de la bossa mode, je pense que vous connaissez. Et Jean Gilberto a un syndrome d'Asperger, non diagnostiqué, donc si c'est filmé, après il va falloir que je me justifie, mais en lisant plusieurs fois sa biographie, je permets de dire qu'il a vraiment un syndrome d'Asperger, ou une forme de syndrome d'Asperger. Donc j'ai fini.
pour dire qu'en fait, la révolution de la bossa nova a été d'introduire une musique avec très peu d'harmonie. Qui, face à la musique brésilienne, qui était la samba, une musique avec beaucoup d'harmonie, était plutôt une musique monotone. D'ailleurs, une des musiques les plus connues, c'est un samba de uma nota só, un samba avec une seule note, qui fait partie, en fait, des caractéristiques de la prosodie des personnes atteintes d'autisme. Donc, j'ai fini cet exposé. Je pense que vous avez compris que je suis brésilienne quand même. Donc, un peu de musique populaire pour vous faire penser et rêver à Rio de Janeiro et surtout remercier les amis qu'on a fait pendant ces longs parcours et les financements qu'on a pu avoir. Et bon appétit. Merci de votre attention.